Bonjour, vidéo pour réaliser une synthèse des connaissances du programme de géologie de Terminal S sur la dynamique de la lithosphère continentale. Vous avez vu dans un premier chapitre les caractéristiques de la CC, connaître la composition de cette croûte continentale, donc granit, granitoïde, roche magmatique plutonique, gneiss, roche métamorphique, roche sédimentaire. Se rappeler qu'elle a une faible densité, la CC, de 2,7 et qu'elle est épaisse, elle peut faire 30 à 70 km d'épaisseur par rapport à une CO qui est plus dense, 2,9, et moins épaisse puisqu'elle fait à peu près 7 km d'épaisseur. Rappelez-vous que cette faible densité explique en partie ce qu'on appelle l'équilibre isostatique de la lithosphère continentale. Elle flotte, elle est à l'équilibre sur une surface dite de compensation. Se rappeler aussi comme caractère important de la CC son âge élevé, elle peut atteindre 3 à 4 milliards d'années, par opposition à une CO qui dépasse pas 200 millions d'années. Et vous avez vu la méthode de datation absolue par le couple rubidium-strontium qui permet de donner un âge précis aux roches de la CC. Pour finir, dans les caractéristiques de la CC, on a mis en évidence, en exergue, sa capacité d'épaississement, qui forme ce qu'on appelle le relief, et qui caractérise une chaîne de collision. Rappelez-vous, donc, cet épaississement repose sur des forces de convergence, de compression, et ces forces de compression donnent deux types d'indices. On a des indices dits tectoniques, qui correspondent aux plis, failles inverses, chevauchements, charriages, qui prouvent justement cette convergence et cet épaississement par un raccourcissement horizontal, un développement vertical. Et vous avez aussi les indices pétrographiques, c'est-à-dire les indices des roches, qui témoignent justement de cet épaississement. Vous connaissez les gneiss, la migmatite. Et rappelez-vous aussi, caractère important de la CC, notamment dans la chaîne de collision, c'est la racine crustale qui se développe. Cette racine crustale contribue justement à l'équilibre isostatique malgré l'apport de matériaux dans une chaîne de collision. Le deuxième chapitre donc va vous expliquer les conditions de formation d'une chaîne de collision. Et rappelez-vous que la collision signifie la rencontre de deux lithosphères continentales ou de deux masses continentales. Mais il faut au préalable fabriquer un océan pour séparer les masses continentales, faire disparaître cet océan pour que la collision ait lieu. C'est pour ça que dans ce chapitre, vous avez une première partie où on va mettre en évidence les indices de la phase océanique d'une chaîne de collision et ensuite les indices de la collision. Alors pour les indices de la phase océanique, rappelez-vous, vous avez les marches passives qui sont présentes au niveau des Alpes. Vous avez ce qu'on appelle des blocs basculés limités par des failles normales, et c'est ce qu'on appelle donc cette marche passive traduit justement le rifting continental, la fracturation il y a longtemps de la lithosphère continentale qui correspond donc aux prémices de l'océanisation. Vous avez ensuite donc les preuves dans les Alpes de la présence d'un océan sous forme d'ophiolite, un vestige de cette lithosphère océanique. Les ophiolites du Chenaillé avec des métagabbro-hornblende chlorite, rappelez-vous, témoignent d'un métamorphisme de basse température, basse pression, donc témoignent de l'expansion de l'océan alpin, et on verra aussi de son hydratation. Toujours dans les Alpes, vous avez ce qu'on appelle les ophiolites du Mont Viso, qui traduisent aussi la présence d'une ophiolite, mais avec des métagabbro glaucophanes, schistes bleus, des éclogites, et donc là on a des roches, des minéraux, des roches métamorphiques qui traduisent un métamorphisme plus abouti, de haute pression, basse température, c'est-à-dire un métamorphisme d'un contexte de subduction. Donc les ophiolites du Mont Viso témoignent de la disparition, de la fermeture de l'océan alpin. Et aussi, on va le voir dans le chapitre 3, de la déshydratation de la croûte océanique. Toujours dans ce registre, vous devez maîtriser le moteur de la subduction, être capable d'expliquer pourquoi une lithosphère océanique âgée rentre en subduction dans le manteau asténosphérique. Ensuite, donc si on a fait disparaître, après l'avoir créé, l'océan alpin, et ben les masses continentales, Europe, Afrique, vont rentrer en collision. Alors au préalable, rappelez-vous, il y a ce qu'on appelle une subduction continentale qui va précéder la collision. La plaque lithosphérique océanique exerce une traction telle qu'elle entraîne avec elle un morceau de continent. Et la preuve ou l'indice que vous avez à citer, c'est la cohésite, qui est un quartz donc particulier, un quartz qui se transforme donc sous la forme de cohésite lorsqu'on est en ultra haute température, haute profondeur, donc au-delà de 100 km. Et comme le quartz est une roche qui caractérise l'ACC, c'est bien l'ACC qui a été entraînée en subduction. Donc ça y est, on ferme l'océan alpin, donc on a une collision. Et cette collision donc va se traduire par ce qu'on appelle un raccourcissement horizontal, développement vertical. Ce raccourcissement, cette convergence va se traduire par les indices qu'on a vus dans le chapitre précédent, les plis, les failles, les chevauchements, les charriages, qui sont visibles en surface, qu'on avait déjà mis en évidence ici.
Et rappelez-vous aussi, par un écaillage en profondeur, la CC va s'écailler, se fracturer, on va mettre en place des écailles crustales qui vont se chevaucher, et on va créer ce qu'on appelle aussi la racine crustale. Alors ensuite, chapitre 3, le magmatisme de subduction et l'accrétion continentale. Ce chapitre en fait est la suite logique, puisque on va expliquer le mécanisme qui crée de la CC. Alors vous avez deux types de roches à connaître dans ce chapitre, les roches magmatiques volcaniques qui sont mises en place dans un contexte de subduction, hein, puisque la subduction on va voir est le moteur de l'accrétion continentale, andésite, rhyolite, et les roches magmatiques plutoniques de subduction, les plutons de granitoïdes, hein, qui sont de texture grenue évidemment. Alors ça, ce sont les roches magmatiques qui sont mises en place dans un contexte de subduction, et se rappeler que ces roches sont justement responsables de la fabrication, de l'apport de nouveaux matériaux dans la CC, donc ils sont responsables, ces roches, de ce qu'on appelle l'accrétion continentale. Dans ce chapitre 3, vous devez être capable d'expliquer l'origine du magma qui naît dans ce contexte de subduction, se rappeler que ce magma est lié à l'hydratation de la péridotite. On ne peut pas faire fondre dans un contexte de subduction la péridotite si on ne l'hydrate pas, et cette hydratation va venir de la croûte océanique qui plonge, qui va subir, rappelez-vous, un métamorphisme de haute pression basse température, donner naissance à des métagabbros avec justement cette capacité de libérer de l'eau. Par exemple, l'éclogite, hein, rappelez-vous, est une roche qui possède des minéraux grenagadites, qui sont des minéraux anhydres. Donc ça veut dire en fait que la croûte océanique, lorsqu'elle a subi sa subduction, libère de l'eau. Ensuite, vous vous rappelez que cette eau abaisse le point de fusion de la péridotite, ce qui lui permet de fondre, donc on a la genèse, la naissance d'un magma. Alors il y a un lien évidemment entre le chapitre 2 et 3, puisqu'on avait déjà parlé avec le mont Viso de ces métagabbros qui témoignaient d'une subduction. On les retrouve ici comme responsables de l'hydratation de la péridotite dans un contexte de subduction. Faire un lien aussi entre la genèse du magma et son évolution, en fait sa double évolution, puisque c'est ce magma qui naît dans un contexte de subduction qui peut évoluer sous les formes de roches volcaniques ou roches plutoniques responsables de l'accrétion continentale. On a un chapitre 4 qui correspond à la disparition du relief de la CC. Dans ce chapitre, vous devez être capable de faire une comparaison des caractéristiques d'une chaîne de collision et d'une chaîne ancienne de collision et chaîne récente de collision. Ensuite, vous devez être capable d'expliquer les moteurs de l'effacement du relief. Donc le premier facteur qui va contribuer en partie à l'effacement du relief, c'est le couple altération-érosion. Donc l'altération, vous avez l'altération physique à connaître, l'altération chimique, avec le rôle d'hydrolyse de l'eau ici. Ensuite, vous avez le déblaiement, le transport des produits d'altération, ce qu'on peut qualifier d'érosion. Ça permet d'effacer le relief, mais ça ne suffit pas à donner les caractéristiques d'une chaîne ancienne. C'est pour ça qu'on va faire intervenir un troisième élément qu'on appelle le rebond isostatique. C'est l'idée que si j'efface ou je supprime des matériaux de la CC, il y a un rééquilibrage isostatique qui va se faire et qui va conduire à un retour des roches profondes vers la surface. Donc c'est le couple altération-érosion plus le rebond isostatique explique du coup pourquoi dans une chaîne ancienne de collision, on a une disparition de la racine crustale et on a en surface des roches qui se sont mises en profondeur. Par contre, on va faire intervenir un quatrième facteur qui explique que la disparition du relief est plus rapide que s'il n'y avait que l'altération, érosion, rebond isostatique. Ce sont les phénomènes tectoniques liés aux forces de volume, forces de compression. À un moment donné, la chaîne de collision a un relief tellement important que les forces de volume sont plus importantes que les forces de compression et elles s'étalent, elles s'effondrent sur elles-mêmes, ce qui explique aussi la largeur importante des chaînes anciennes et qu'on arrive à faire disparaître en 50 millions d'années le relief d'une chaîne de collision. Vous avez aussi vu, pour finir ce chapitre 4, la notion de recyclage de la CC, l'idée que les roches de la CC sont transformées sous d'autres formes, mais que ce recyclage s'opère en surface et qu'à la différence de la croûte océanique qui est recyclée dans le manteau, via le mécanisme de la subduction, et ben la CC reste en surface, elle subit un recyclage superficiel qui explique en partie son âge ancien dont on parlait ici. Alors on verra en fin d'année un dernier chapitre qu'on appelle la géothermie, qui est aussi lié à tout ça. Dans ce chapitre de géothermie, on verra des notions importantes comme le gradient thermique, le flux géothermique. On discutera de l'origine de la chaleur que libère notre planète. On verra justement les deux modes de transfert, la conduction, la convection. Et on fera un lien évident entre
les conditions donc d'utilisation de cette chaleur par l'homme avec les zones de forte chaleur, notamment les zones de subduction avec la naissance d'un magma qui va apporter de la chaleur nécessaire justement à fabriquer cette chaleur. L'homme va l'utiliser pour fabriquer de l'électricité par exemple. Voilà donc une synthèse des différentes connaissances du programme de Terminal S.